Alors, c'est ta mère qui t'a initié à Bitcoin, c'est incroyable. On était un des pays les plus violents au monde et que maintenant nous sommes la première pièce de domino, le plus petit pays de l'Amérique qui tente une expérience en temps réel. Si on décide de Ouais. payer aujourd'hui en glaçons, en quelques instants, elles font. Alors imagine une monnaie qui est complètement manipulée par ton gouvernement. C'est impossible d'imprimer jusqu'à se rendre à la prospérité. Sinon, le Venezuela serait le pays le plus riche au monde, ou le Zimbabwe. Alors quand il te faut des trillions, mais même plus des milliards et des millions, mais des trillions, je te le jure, mais avoir des sacs d'épicerie ou des sacs à dos remplis de billets qui ne valent plus rien, que maintenant on utilise ceci pour la décoration, pour faire de l'origami. Et eux, si je me trompe pas, ils ont le peso, le M-peso et le dollar américain. Imagine voyager dans ce pays. On m'a toujours dit depuis tout jeune à l'école, si tout le monde se jette en bas de pont, est-ce que tu vas le faire? C'est vrai, on m'a dit la même chose. Salut Jérémy, bienvenue sur le podcast, comment ça va? Très bien, toi. Merci, Julien. Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, je suis vraiment content parce que voilà, tu es le deuxième invité de la chaîne, là, donc sur les interviews que j'avais envie de mettre en place pour parler Bitcoin, mais Bitcoin vraiment au sens large, pas seulement sur l'aspect financier, mais aussi tout ce que ça représente comme enjeu pour notre société. Et en fait, c'est drôle parce que le premier invité du podcast, Jonathan Bourassa, je l'avais rencontré au magasin. Et toi aussi, je t'ai rencontré au magasin Gosselin. Donc voilà, il y a beaucoup d'histoires qui sont parties de là. Mais en tout cas, notre rencontre m'avait vraiment marqué parce que tu m'avais dit des choses à propos du Bitcoin. Euh, et c'était vraiment resté dans ma tête. Et en fait, tu le sais pas, mais j'ai parlé de notre rencontre à beaucoup, beaucoup de gens après ça. Donc j'avais vraiment hâte de me reposer avec toi pour discuter de tout ça. Donc voilà, merci encore d'avoir accepté. Tu te rappelles, pour te lancer là-dessus, en fait, je sais plus exactement, je crois que c'est quand tu achetais une caméra ou un objectif, je me rappelle plus exactement ce que tu étais venu acheter, mais je t'avais parlé d'une offre de financement qu'on avait au magasin. Et tu m'avais dit, ok, non, moi je fais attention par rapport au crédit, tout ça. Alors au début, ça m'avait un peu marqué parce que en fait, j'ai beaucoup de clients qui comprennent pas exactement c'est quoi le crédit ou qui l'utilisent mal. Puis moi, tu sais, j'essaye de l'utiliser. Pour moi, le score de crédit, c'est quelque chose que je suis, des choses comme ça. Et après, tu avais dit non, mais c'est parce que je suis en train de me débancariser. Alors j'espère que je change pas tes mots, mais c'est ça que j'avais retenu. Et là, ça avait ouvert la discussion. J'ai dit, attends, comment ça te débancariser? Est-ce que tu parles du Bitcoin? Et là, on était parti, voilà. Donc, est-ce que tu veux te présenter et aussi me raconter comment Bitcoin est arrivé dans ta vie, en fait, d'une certaine façon? Absolument, c'est quand même une aventure. Alors, pour moi, je m'appelle Jérémy. Je suis de l'origine du Salvador. J'ai de la famille qui a malheureusement vécu au Venezuela durant les temps des guerres civiles au Salvador. Ils ont connu les meilleurs moments du Venezuela lors de l'époque avant Chavez, quand il y avait beaucoup d'argent grâce au pétrole. Le Bitcoin, c'est quelque chose qui m'a fasciné grâce à ma mère. Alors, Ok, en 2017, quand elle s'était embarquée dans l'aventure Bitcoin, elle m'a posé une simple question en espagnol, me disant, Jérémy, que penses-tu du Bitcoin? Et moi, avec la mentalité ou la très peu petite connaissance que j'avais du Bitcoin, pour moi, c'était qu'une arnaque. Alors, je me souvenais que ma mère me posant une simple question sur mon opinion, et moi, sans avoir vraiment le vocabulaire ou les raisons pourquoi, je lui ai dit, non, maman, c'est une arnaque, sors tout ton argent de là. Comment est-ce possible que tu t'es embarqué dans ce système? Et grâce à elle, cela m'a embarqué dans un chemin de connaissances, d'études. Alors, avant d'offrir une opinion sans aucune connaissance ou vide, vraiment, ouais, on s'instruire. Alors, elle a commencé dans les débuts 2017, quand il y avait une certaine montée avec le Bitcoin. Et moi, j'ai commencé dans dans le père. Mais t'avais quel âge quand elle t'a posé cette question? Alors, du coup, j'ai 31 ans en ce moment-ci. Alors, 2018, on parle d'il y a 5 ans. Alors, 26 ans. Alors, c'est Ah, ta mère qui t'a initié à Bitcoin, c'est incroyable. alors, une dame qui est super intelligente, mais quand ça vient de la technologie, zéro, hein. Alors, c'est pour moi qui dois gérer ses mots de passe, on appelle iCloud, mais du Bitcoin, c'est là ma donné que cela provient d'elle. Alors, D'accord. et, l'effet boule de neige a commencé grâce à elle, honnêtement. Et toi, tu es né au Venezuela ou Non, tu es né au Canada? je suis né ici à Montréal. D'accord, ok.
Oui. Donc, est-ce que tu as déjà voyagé là-bas pour voir ta famille? Ouais, ok. Effectivement, alors en étant adolescent et plus jeune, je connais beaucoup plus maintenant le Salvador que le Venezuela. Avant, c'était le contraire. Et du coup, vraiment, c'était une des crises qu'on voyait. Alors, on avait au Salvador, quand que nous y allons, il fallait faire constamment avec beaucoup de prudence comment est-ce qu'on se promenait à cause des tensions de gangs de rue, hélas. Ouais, Alors, on commençait à découvrir un peu plus le Venezuela grâce à la famille qui demeurait encore dans ce pays. Mais là, il y avait encore beaucoup de fluctuations avec la monnaie courante, le bolivar vénézuélien, que le montant fluctuait aussi. Et c'était encore dans les débuts avant qu'il commence à avoir beaucoup d'instabilité dans le pays, ok. avant Chavez. Donc, c'est vraiment une grande histoire, mais oui, je connais maintenant les deux pays et grâce à l'adoption de Bitcoin en 2020, à 2021, pardonnez-moi, c'est là où ce que j'ai commencé à travailler, à voyager un peu plus au Salvador ou à faire des cours de lecture, des cours d'enseignement sur comment utiliser le Bitcoin à distance de Montréal aux jeunes Salvadoriens pour qu'ils puissent s'embarquer dans Ah, cette... ok. Voilà. Alors, attends, je pense que j'ai manqué un bout. Donc, on parlait de ta maman qui est originaire du Venezuela. Et ensuite, tu as parlé du Salvador. Est-ce que c'est ton père qui est originaire du Salvador ou... Alors, les deux parents sont du Salvador. Ah, ok, pardon. Guerre D'accord. civile en fait qu'il y a eu beaucoup de déménagements vers le Venezuela et un pays de... D'accord. Alors, du peu d'histoire que j'y connais, le Venezuela est un des pays les plus riches en Amérique latine à cause du pétrole. Ouais, Mais malheureusement, ils ont géré mal leur pétrole. Ils auraient pu devenir l'Arabie Saoudite ouais. De l'Amérique du Sud. Ouais, exactement. Alors, dans cette époque-là, ben, mes parents, mes grands-parents me parlaient très bien du Venezuela et évidemment, il y a eu de la migration vers les États-Unis, vers le Canada. Alors, je fais partie de la deuxième génération de Salvadoriens qui est au Canada. D'accord. Et toi, est-ce que tu te sens du coup, tu te sens proche du Salvador, aussi du Venezuela, j'imagine, si tu dis que tu offres ton temps pour les jeunes au Salvador, pardon. Qu'est-ce qui te motive à prendre ce temps-là? Est-ce que, vas-y, je te laisse t'exprimer là-dessus. En transparence, pendant beaucoup d'années, ça m'a pris. Il y avait une certaine gêne de dire que j'étais un Salvadorien. Il y avait Ok. constamment une mauvaise connotation en disant que mes origines, dues à la pauvreté, à la violence de gangs de rue, à la corruption. Alors évidemment, je ne peux pas non plus cacher mes racines, mais c'était pas de quoi que j'étais convaincu ou que j'étais fier de représenter. Et ça a vraiment pris un nouveau président très jeune, 41 ans, qui s'appelle Nayib Bukele, que personnellement, je ne connaissais pas avant Bitcoin 2021, si je ne me trompe pas, en mai, une conférence de Bitcoin à Miami, où est-ce qu'il se présente et qui veut amener ce projet de loi de Bitcoin. Mais qui est ce mec? Qui est Ouais, ce c'est ça. Avec sa casquette à l'envers, tu sais. marketing qui essaie de promouvoir le Salvador? D'accord, l'autre corrompu. Et c'est un homme qui sait vraiment bien s'exprimer, qu'il avait une idée en tête, qu'on soit d'accord ou en désaccord avec. Il a vraiment parlé avec, alors il a dit ce qu'il a dit, et il a ensuite appliqué avec des actions. Ouais. Alors là, ma fierté de dire sans aucune gêne que j'étais salvadorien provient depuis septembre 2021. Ah ouais, hein. Alors oui, alors là, je le dis vraiment avec beaucoup d'engouement et malheureusement, j'aurais jamais dû être, disons, timide ou gêné de dire que j'étais salvadorien, mais il y avait constamment ce mauvais stigma. Mais c'est drôle parce que j'ai un collègue au magasin qui est d'origine du Salvador aussi. Et moi, quand bah, tu sais, je suis le Bitcoin à fond, donc moi, un peu comme toi, je dis c'est qui ce président, what the fuck. Puis j'ai pas une grande, en toute honnêteté, j'ai pas une grande connaissance même de l'histoire de l'Amérique du Sud. J'en parle beaucoup avec un autre collègue donc, aussi qui s'appelle Nicolas qui vient de Colombie. Il m'en parle énormément parce qu'il s'intéresse à ça. Et donc mon autre collègue qui est du Salvador, il me dit tout le temps non non mais va pas là-bas. Il m'a parlé des gangs justement comme toi tout à l'heure. On dirait que c'est comme il y a cette image encore de violence. Je crois que c'est le MS-13, c'est ça là-bas qui était très très fort. Et je regardais du coup avant notre interview, j'ai fait quand même mes devoirs. Et je regardais l'interview d'un gars, pas l'interview, pardon, la vidéo YouTube d'un gars, je pense, qui était du Costa Rica. Il est allé au Salvador pour voir qu'est-ce qu'il en était entre ce qu'on entend et ce qui se passe en réalité. Et s'était donné le défi de vivre là-bas pendant une semaine ou deux, juste en utilisant le Bitcoin. Il était parti du petit village de surfeurs, là où tout a commencé, j'ai oublié le nom. Ils sont Bitcoin Beach. C'est Alors, ça.
Voilà. Exactement. Et après ça, bah, bon, il montrait que voilà, il y a quand même beaucoup de. Donc, il rencontrait la population locale parce que, dis-moi si, arrête-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que quand ils ont créé le wallet là-bas, comment il s'appelle le Chiva, Le quelque chose de Bitcoin même. Wallet, ou ils ont de Bitcoin Beach Wallet qui est l'officiel, et maintenant ils utilisent un deuxième qui s'appelle le Satoshi, Wallet of Satoshi. Ok. Et sur celui-là, je pense que pour que le gouvernement ben, ait une petite incitation à ce que les gens créent le truc, ils avaient droppé un petit peu de Bitcoin avec quelques Satoshi. Et voilà, alors là, l'officiel du pays s'appelle la Chiva Wallet. Ah, c'est ça. Ok. Chiva Wallet, voilà. Et du coup, bah, il y en a plein qui disaient oui, on l'a fait, on a pris la thune, et puis voilà, on s'est barré, on n'a jamais réutilisé en tant que tel Bitcoin. Donc bah, après, en même temps, ça vient d'arriver, quoi. Donc c'est normal. Et moi, je pense, on a déjà eu un peu cette discussion, mais que ça va passer forcément par l'éducation. Donc toi, tu disais justement que tu t'impliques là-dedans. Comment toi, tu vois ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment juste un coup marketing pour remettre le Salvador sur la map? Je connais un peu ta réponse parce que je vois ton enthousiasme, mais est-ce que tu penses vraiment que le président il peut complètement changer les choses au point que voilà, ça va devenir un pays leader et même qui a l'air de vouloir en entraîner d'autres dans son sillon? Vas-y, puis on parlera peut-être de l'Argentine du coup, ou des choses comme ça. Ma réflexion à moi pour ta question, coup de marketing, oui ou non, c'est un peu des deux. Ok. Oui, le côté marketing, il est très fort parce que, évidemment, ça l'a boosté un certain boost sur l'économie avec le tourisme des Bitcoiners qui sont maintenant curieux de pouvoir se poser la question, qu'est-ce que vivre avec Bitcoin au Salvador? Alors, cette curiosité amène vraiment déjà à se procurer un billet d'avion pour atterrir au Salvador et essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Alors, le marketing de Bitcoin, il est là. Le peuple ne le comprend toujours pas. C'est quelque chose que ça va prendre. C'est une expérience en temps réel. Hmm. Pour le tourisme, qui a augmenté depuis les 2 dernières années par la curiosité, génial. Le marketing fonctionne bien. Le système commence à se développer pour les paiements en Satoshi, pour Starbucks, pour l'essence. Il y a un incitatif. Alors même à l'atterrissage à l'aéroport de Salvador, qu'on a un seul, tes frais douaniers, on peut les payer soit 12 dollars américains ou soit l'équivalent en Satoshis, qui est la fraction d'unité la plus petite en Bitcoin, à ton atterrissage. Mhm. Alors, le douanier te propose, voulez-vous payer en Bitcoin ou voulez-vous payer en dollars américains? Alors, pour moi, déjà, c'est un bon coup parce qu'on t'offre une option. Direct. L'option est égale pour moi à la liberté. Et le deuxième coup, ben, pour moi, ceci, c'est déjà très innovant parce que, encore une fois, je reviens à la base où est-ce qu'on était timide et embarrassé de dire qu'on était un des pays les plus violents au monde et que maintenant nous sommes la première pièce de domino, le plus petit pays de l'Amérique. C'est vrai. Oui, Amérique qui tente une expérience en temps réel. Il y a plusieurs nations qui parient sur l'échec du Salvador ou qui parient sur le succès du Salvador. Mhm. Alors, pour nous, moi, une chose qui m'a beaucoup appris sur ce voyage, ou les voyages que je fais en Amérique latine, c'est la complexité de la monnaie, l'histoire. Alors, la complexité, qu'est-ce que je veux dire? Dès qu'on quitte le Canada ou notre pays d'origine, convertir notre monnaie fiduciaire en argent fiduciaire du pays. Et quand tes vacances finissent, c'est se débarrasser complètement de cette monnaie parce que là, elle est complètement T'en inutile auras plus l'usage. Hein. à ton domicile. Alors, le Salvador, nous n'avons plus notre monnaie courante depuis les années 2000. Avant, nous avions, corrige-moi peut-être, mais on avait notre monnaie nationale jusqu'à la fin de Ouais. Ok. alors, El Colón, si je me trompe pas, ouais, El Colón. Et du coup, ça a été remplacé par le dollar américain. Quand le typique salvadorien gagne à peu près 300 dollars US par mois, Ok. d'accord, et le coût de la vie est quand même assez élevé, malgré que pour nous, en tant que touristes, ça va encore. C'est pas énorme. Alors, quand il y a autant de nations qui utilisent la monnaie la plus forte, qui serait le dollar US, t'as pas accès à une carte de crédit, t'as pas accès à un compte de banque. Et des fois, c'est très difficile d'acheter des dollars américains sur le marché noir. Bukele a fourni une option. Bon, je ne remplacerai pas le dollar américain, parce que certaines personnes veulent encore le tangible, mais donnons la possibilité de comprendre ou une deuxième option qui serait le Bitcoin. Mhm. Alors, si vous n'avez pas accès pour X raison à la banque, parce que la banque est fermée le samedi, dimanche, par exemple, Western Union, vous n'avez pas accès à cela parce qu'encore il y a une file d'attente. Du coup, voilà, essayons d'éduquer notre peuple, nos citoyens, ramener le talent ou garder le talent local au Salvador ou rapatrier les Salvadoriens ou tous Mhm. ceux qui voudraient investir dans le Salvador à l'éducation. Il y a beaucoup de réticence encore, mais c'est un chemin qui est c'est un marathon, c'est pas une course. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et tu vois, c'est intéressant parce que
j'avais vu, c'était dans un épisode, alors là encore j'oublie les noms, j'aurais dû prendre des notes, mais un bitcoiner maximaliste qui disait, bah, pour lui, en fait, à un moment donné, on va arriver à une séparation de l'État et de la monnaie. Oui. Comme on a eu une séparation de l'État et de l'Église à un moment, et aujourd'hui, nous, ça nous paraît tout à fait normal, à ce moment-là, on peut imaginer que les gens étaient comme, mais non, c'est indissociable les deux. Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans le cas du Salvador, c'est que comme vous n'aviez plus finalement votre propre monnaie et que vous utilisiez la monnaie d'un autre pays, en fait, on dirait que les gouvernements ont tellement associé que le pouvoir monétaire, bah, c'est un pouvoir qui permet du coup, bon, la domination ou la domination, peut-être que ça a l'air négatif comme terme, mais le fait d'avoir voilà, une politique, de pouvoir avoir des projets, etc. Là, finalement, on se rend compte que c'est tout à fait possible d'avoir un pays, d'avoir voilà, des projets d'expansion. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Tu disais des programmes pour attirer les investisseurs sans avoir de contrôle sur la création monétaire finalement de la monnaie qui est utilisée dans le pays. Donc ni le dollar américain parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire, ni le Bitcoin parce que le Bitcoin appartient à personne et ils ne peuvent pas jouer là-dessus. Donc c'est super intéressant. Et donc du coup j'ai l'impression que c'était possible au Salvador parce qu'il y avait déjà les conditions qui étaient réunies, mais que ça pourrait inspirer d'autres pays qui peut-être renonceront ou renoncer, ça me paraît un peu extrémiste, mais au moins vont se dire bah, ça peut être intéressant de rajouter le Bitcoin comme une monnaie officielle parce que ça donne, comme tu dis, l'option et ça n'empêche pas de faire d'autres choses, quoi. Effectivement, une des choses que j'ai appris, c'est qu'à peu près 87% des nations sur cette planète vivent dans un gouvernement autocratique, dominé par un seul pouvoir, un seul gouverneur. Tandis que nous autres, nous sommes choyés, 13% de la population, car nous avons accès techniquement à un bon système banquier canadien, américain, l'euro, le franc suisse. Mais pour ceux qui vivent, par exemple, dans les régions où est-ce que avoir de l'argent américain est illégal, avoir un lingot d'or ou de l'argent pur est considéré comme une trahison ou illégale, disons cela, ou confisqué. Bitcoin donne une certaine voix. Hmm. Bitcoin ne demande pas que tu t'appliques que tu demandes une permission à un créateur. C'est simplement tant que tu as accès à l'Internet et à un téléphone, ou peu importe qui a accès à un périphérique qui a accès à Internet, tu es techniquement tu es éligible à embarquer dans le système Bitcoin. Tu peux l'utiliser. Hmm. Alors, dès qu'il y a l'instabilité monétaire dans ton propre pays, et c'est une des choses qui me touche beaucoup, c'est le Venezuela. Le Venezuela, je l'ai connu techniquement dans une ère de prospérité toujours. J'ai pas connu de la gloire du Venezuela dans les années de mes parents, mais je me souviens très bien quand le Venezuela a chuté après la mort de Chavez et il a été remplacé par le président actuel, qui est pas un président selon moi, Monsieur Maduro. L'inflation augmentait c'était même plus l'inflation, c'était l'hyperinflation. Hmm. 2000%. Et Oh, putain. côte à côte à l'Argentine. Alors, quand tu ne fais même plus confiance à ta propre monnaie et tu dois maintenant penser à une autre façon de comment survivre, penser à des formes illégales ou peu importe, là, c'est l'instinct de survie qui s'amorce, qui commence à flammer en l'intérieur de toi pour survivre, pour pouvoir manger. Alors, le bolivares, pour moi, c'était se faire payer en glaçons, finalement. Si on décide de Ouais. payer aujourd'hui en glaçons, en quelques instants, elles font. Alors imagine une monnaie qui est complètement manipulée par ton gouvernement, on lui attrait beaucoup de confiance parce que c'est le gouvernement qui dit qu'il fait nous confiance, on a Hmm. votre bien à cœur. Et finalement, le gouvernement se fiche de la population et décide d'augmenter, d'imprimer et d'imprimer et d'imprimer. Alors, c'est impossible d'imprimer jusqu'à se rendre à la prospérité. Sinon, le Venezuela serait le pays le plus riche au monde, ou le Zimbabwe. Oui. Bien Et sûr. cette partie-là d'imprimer, c'est quand même une tâche qui est passionnante pour moi à expliquer parce que une de mes conversations avec toi, c'est que j'avais mentionné, les gens ne comprennent pas le problème. Alors, si on ne comprend pas le problème actuel avec les banques mondiaux, euh, c'est impossible de l'expliquer Bitcoin ou de l'expliquer une solution parce que pour eux, tout va bien. Et c'est tout à fait correct. Mais tout le monde a un certain sentiment à l'intérieur d'eux-mêmes que l'inflation, c'est le terme en ce moment Ouais, qui on botte. commence à en parler du coup là au Canada. Alors, même si les gens
comprennent pas tout à fait le mot inflation. Ils ont un sentiment, ils comprennent côté, ah, l'épicerie est beaucoup plus chère, l'essence est beaucoup plus chère, l'électricité est beaucoup plus chère. Et du coup, ça crée cette angoisse. Alors, ce narratif que tout va bien, il y a un certain pourcentage de contrôle sur là-dessus, ce n'est que 2%, 3%, mais ce sont des chiffres qui sont vraiment pas officiels. Ce sont des chiffres officiels, mais pas vraiment officiels. Oui, parce que quand on regarde comment ils le calculent, on sait Ouais. qu'il y a beaucoup de choses qui sont enlevées de l'équation. Donc d'une certaine façon, déjà, le chiffre est manipulé. Et quand on te dit 6%, tu te dis, mais en fait, c'est peut-être beaucoup plus que ça. Et si toi-même, tu fais ton équation, bah, c'est peut-être 10 ou 12%. Alors je sais pas l'hyperinflation à partir de combien on en parle, et c'est sûr qu'on n'est pas, on est très loin encore du Venezuela ou les 2000% que tu mentionnais tout à l'heure, mais c'est comme peut-être le début, la pointe de l'iceberg de ce qui s'en vient, ou du moins ce qui est inévitable avec une monnaie où on a juste des politiques qui vont tout le temps imprimer, imprimer. Mais est-ce que concrètement, pour quelqu'un qui, bon, je pense que ça parle à peu près à tout le monde, l'inflation, mais c'est surtout le décalage entre eux. Parce qu'à la limite, si on rajoute des zéros partout, finalement, c'est un jeu à somme nulle. Mais c'est plutôt qu'il y a un décalage qui se crée entre le coût de la vie et les salaires. Euh, ça ressemble à quoi, genre, de vivre dans un pays avec un taux d'inflation à 2000%? Tu parlais tout à l'heure des glaçons, j'aime bien cette image. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Les gens, ils dépensent tout dès que ça leur tombe dans les mains parce que ça disparaît? Ou est-ce qu'il y a des monnaies locales qui se mettent en place? Comment le troc revient à la mode? Comment ça fonctionne? Alors, il y a deux marchés. Alors, là, je vais parler pour le Venezuela et le Salvador. Marché officiel, marché noir. Ok. Alors, du coup, Venezuela, le meilleur exemple, ça serait avoir son salaire en monnaie nationale qui ne vaut plus rien. Alors, des quantités astronomiques de billets imprimés. Alors, si par exemple, je prends ceci, 500 bolivares. Oh shit. Et c'est de quoi que je garde maintenant en tant que souvenir. Ces 500 bolivares pouvaient peut-être acheter l'équivalence de à peu près 10 dollars, un exemple canadien. Maintenant, ceci vaut peut-être un centime d'un sou. Putain. Alors, quand il te faut trillions, des trillions, mais même plus des milliards et des millions, mais des trillions de petits papiers pour pouvoir s'acheter du papier toilette, le poulet, de la farine, une des choses qui nous manque énormément. Honnêtement, je te le jure, mais avoir des sacs d'épicerie ou des sacs à dos remplis de billets qui ne valent plus rien, que maintenant on utilise ceci pour la décoration, pour faire de l'origami, car c'est de l'argent qui est inutilisable, c'est incroyable. Alors, il y a constamment une fluctuation de prix. Alors, allant à l'épicerie au Venezuela signifie que ta bouteille de coke, maintenant, elle vaut 500 millions de bolivares. Mais comme tu l'as dit, rajouter des zéros, ça ne change rien. Et à l'heure suivante, maintenant, cette bouteille de coke vaut 700 millions de bolivares. Alors, le prix continue à fluctuer parce qu'il y a trop d'argent dans le système. Alors là, ça devient une société de junkies parce qu'on dépend du gouvernement à nous fournir de quoi qui est supposément de la valeur. Alors là, les gens se retrouvent dans le commerce noir pour acheter des dollars américains parce que l'argent américain a une certaine stabilité mondiale. C'est la monnaie globale, le US dollar. Ok. Au Salvador, par exemple, comme je vous dis, on n'a pas notre monnaie nationale. Alors on utilise le dollar américain pour pouvoir vivre. Et pour ceux qui n'ont pas accès à un compte de banque ou ont été refusés pour une carte de crédit ou un accès à un compte bancaire, quelles sont leurs solutions? Quand tu n'as pas accès à un système financier démocratique, disons-le, t'as pas le choix de trouver une alternative pour pouvoir survivre. Alors, c'est jamais plaisant de pouvoir se promener avec un sac à dos rempli de papier qui ne sert à rien, qu'à peine les gens veulent même plus l'accepter et payer les salaires en bolivares quand les gens maintenant demandent le dollar américain. Mais ce sont des histoires qu'on retrouve partout, au Liban, en Nigérie, au Salvador. Alors, toutes ces petites nations qu'il y a euh, une volonté de supposément aider le peuple, mais cette hyperinflation ne fait que créer ce sentiment qu'on se noie constamment. Et tu ne sais jamais quand tu sors de chez toi à quel prix va être le pain, la farine, le riz, les besoins essentiels que nous avons. Et à vivre avec cette peur constamment quand que le pays est en décombre, car rien n'est plus stable. Honnêtement, ça ne fait plus de sens. C'est soit on te vole, on te met la main. Si un voleur te voit avec un sac d'argent ou un sac de nourriture, qu'est-ce qu'il risque de prendre? Il va prendre le sac de nourriture. Il va Mhm. laisser le sac d'argent à terre parce que ça n'a plus, Ça ne vaut plus rien. valeur. Voilà.
Tu en parles très bien, honnêtement, j'ai des frissons, je te jure, tu décris très très bien le truc. Et ça fait, quand j'entends les gens qui disent Bitcoin, c'est un plan B, je pense que là, ça prend tout son sens, cette expression, un plan B, parce que le plan A a foiré, tu vois. Donc là, il faut autre chose. Et j'avais pas pensé que le dollar américain, du coup, devenait espèce de solution de secours. Et que tu parles de marché noir, parce que j'imagine qu'on peut pas très facilement aller en chercher. Euh, Limite, alors aller à la caisse pour acheter des dollars américains, c'est limité ou soit c'est c'est interdit ça. d'acheter procurer des dollars américains et tout est produit à l'infinité. Hmm. Pour te donner accès à disons un item, une offre Hmm. à l'infini n'a aucune valeur. Elle perd constamment sa valeur. S'il y a 10 pommes sur cette planète et finalement la 11e personne voudrait s'acheter une de mes pommes, je vais la vendre au plus cher. Hmm. Tout le monde commence à avoir une pomme au fur et à mesure, fabriquée de rien. Ma pomme, elle perd complètement sa valeur parce que tout le monde a accès à cette pomme finalement. Alors, il y a plus rien de spécial. Elle est reproduite à l'infini. Alors, c'est une des choses que je pratique encore, comment l'expliquer aux plus jeunes. Mais les plus jeunes, une des choses qui me ravit avec eux, c'est qu'ils comprennent Bitcoin, ils comprennent l'aspect digital. Ouais. À cause des jeux vidéo, les Call of Duty, les Fortnite, les FIFA, Il y a une notion de token dans les jeux. Ouais. il y a des tokens. Mais l'expliquer à quelqu'un de plus vieux comme mon grand-père, qui a pris du temps et mis du temps et énergie à expliquer, à distance surtout, parce qu'eux sont plus avec le tangible. Hmm. De faire payer, ils comprennent que garder l'argent, soit même pas à la banque, mais en dessous du matelas, c'est beaucoup plus sécuritaire. Hmm. Ils comprennent pas que l'item qu'ils achètent, c'est pas elle a pris plus de valeur. Alors, le papier de toilette n'est pas plus valable l'année dernière que cette année. C'est le même papier de toilette, c'est le même matériel. Mais c'est le fait que ton dollar ou ta monnaie courante, elle est tellement dévaluée, le fait qu'il y en a tellement dans le système qu'il t'en faut plus maintenant pour pouvoir te procurer la même quantité ou même moins. Ouais. Alors, la canette de Coca-Cola, la canette de, je sais pas, peu importe la marchandise qu'on achète, elle a pris une certaine valeur mais parce qu'on le compare encore à un système fiduciaire, à une monnaie locale. Tu vois, j'en parlais lors du premier interview avec Jonathan et je disais que moi, quand j'ai commencé à acheter du Bitcoin, j'ai commencé à me poser plein de questions sur plein de choses que je prenais pour acquis, comme justement c'est quoi la monnaie, etc., la création monétaire, l'impact que ça a. Toi, tu parlais tout à l'heure des jeunes qui sont plus enclins quasiment parce qu'ils sont habitués à cet argent numérique. Et je crois, si je dis pas de bêtises, tu m'as dit que ça allait être, le Bitcoin allait être enseigné dans les écoles primaires à partir de l'année prochaine. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, au Salvador, tout ceci a commencé en 2019, dans la petite région qu'on appelle El Sonte. Alors, cette petite communauté d'une centaine de personnes ont décidé d'embarquer dans le réseau Bitcoin pour faire leurs transactions dans leur petit village. Mais ça a été fait grâce à une donation anonyme. Quelqu'un qui leur a procuré 12 Bitcoins en 2019, que, si je ne me trompe pas, valait entre 33 ou 35 000 dollars US chacun. On ne sait pas qui a donné. Non, 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 pas du C'est tout. encore un coup de Satoshi, ça. Quelqu'un qui s'était déjà établi avec sa copine ou avec sa femme à El Sonte a reçu les 12 ou les 15 bitcoins dans son wallet et a décidé bon, on va essayer un test. On va faire l'éducation aux jeunes, surtout que les jeunes, elles se faisaient beaucoup, comment dire, attirés par les gangs de rue. Viens travailler avec nous, t'as pas de job, alors viens travailler avec nous dans les gangs et on va te maintenir. Et alors, cet Américain qui a décidé de partager la connaissance Bitcoin avec cette charité, de ce certain anonyme, a décidé d'embarquer, de créer cet écosystème. Et là, par la suite, la maison qu'on appelle la Casa Esperanza, la maison de l'espérance, a été fondée, où est-ce qu'on éduque gratuitement les jeunes à comment utiliser le Bitcoin, l'anglais, des cours de leadership, des cours de spiritualisme, si je me trompe pas, mais aussi comment être un enfant. Alors, une école vraiment fondée pour créer ce sentiment d'appartenance ou créer et développer l'éducation sur le Bitcoin et surtout d'autres aspects de la vie. Alors, quand Bitcoin, la maison Casa Esperanza a été fondée, c'était le seul lieu où est-ce que les Salvadoriens pouvaient aller, ceux qui s'y connaissaient ou qui avaient cette curiosité, de conduire 2, 3 heures ou 1 heure de route pour aller à cette maison-là et apprendre. Par la suite, ça s'est développé. Nous, quand je dis nous, une deuxième maison a été ouverte dans la capitale de San Salvador pour que le trajet soit moins long. Mhm. Et là, il y a encore plus de demandes. Et depuis septembre de cette année 2023, Bukele, le ministère de l'Éducation a décidé de ouvrir la porte à l'éducation Bitcoin pour tout le monde. Alors, au lieu que ça soit
simplement dans ces deux lieux, ces deux emplacements, San Salvador et El Sonte, l'appliquer maintenant dans les écoles primaires. C'était déjà fait dans des projets pilotes. Alors, il y a un programme qui s'appelle Mes premières Bitcoin, alors mon premier Bitcoin, où est-ce que certains participants, certains élèves des écoles privées ou certaines écoles publiques aussi, peuvent apprendre en un laps de quelques mois comment utiliser la blockchain, comment comprendre les bitcoins, la fondation, les pros and cons. Et là, par la suite, quand tu gradues, tu as ton diplôme qui dit je suis certifié avec mon plano, mon cours, mon primaire bitcoin. OK? Alors, tout a toujours été une expérience à plus petite échelle. Ouais. Non, c'est nationalisé. Alors, grâce au succès, et c'est beaucoup d'investisseurs. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de marketing, alors du talent très savant qui voyage d'autres pays du monde pour finalement arriver dans ces écoles publiques ou privées et éduquer comment utiliser le Bitcoin. Voilà. Ça crée des petits groupes, des petits projets pilotes et qui maintenant deviennent nationaux à partir de 2024, janvier. Alors, les écoles primaires, j'ai pas trop d'informations encore, c'est à partir de quel âge, mais déjà là, c'est les écoles primaires qui C'est vont jeune. voilà, cette nouvelle notion de comment utiliser le Bitcoin. Et c'est des compétences en plus, parce que là on parle Bitcoin, mais c'est des concepts en fait qu'ils peuvent utiliser. On peut imaginer que si c'est des gens qui s'en vont un peu dans les affaires, Mhm. c'est super intéressant de comprendre l'offre et la demande, l'impact du prix, du marché. En fait, il y a plein de lois comme ça qu'on comprend qui peuvent servir. Fait que je trouve ça incroyable. Franchement, c'est tellement un beau projet. Et toi, est-ce que c'est une façon de participer, ce que tu disais tout à l'heure, que tu donnes des cours en ligne? Est-ce que Oui, c'est dans ce cadre-là? effectivement. Alors, grâce à la famille que j'ai, évidemment, tout se propage bouche à oreille. Alors, l'éducation, parce que encore, il y a des villages qui sont très à distance. Alors, l'accès n'est pas Mhm. toujours facile pour se rendre à la capitale, dépendant de cette situation. Alors, Twitter, honnêtement, me permet sur Space de pouvoir embarquer des nouveaux, faire créer des groupes et en discuter, apprendre, savoir poser la question, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent pas. Et par la suite, pas non plus m'imposer sur eux, parce que mon but, c'est de donner l'information, et par la suite, l'information qu'ils ont, ils en décident qu'est-ce qu'ils vont en faire avec. Ouais. C'est jamais vraiment de les indoctriner sur de quoi. C'est juste simplement leur fournir des options qui existent. Parce que moi, par exemple, à l'école, même ces temps-ci, on nous enseigne pas sur l'éducation de la monnaie. Il Mhm. faudrait prendre un bac à l'université pour C'est vrai. prendre la finance. Et aujourd'hui, quand que, c'est foudroyant vraiment que ceci n'est pas éduqué à très jeune âge. Alors pour moi, c'est simplement, voici l'information, voici ma vérité à moi. Vous êtes Mhm. vraiment tellement, vous pouvez avoir ce qu'on dit en anglais critical thinking, parce que le principe, c'est pas que je pense pour vous, mais pensez par vous-même avec l'information qui est maintenant disponible à vous, parce que honnêtement, selon moi, l'éducation, elle est gratuite, mais on paye pour ce certificat, Mhm. on paye pour le diplôme. Mhm. Mais aujourd'hui, maintenant que l'Internet est devenu une des bibliothèques les plus grandes au monde, il faut quand même filtrer, ce qui est très épuisant. Et voilà. Alors, on leur montre comment accéder à l'information qu'ils ont besoin, des exemples, et comment manœuvrer, comment comprendre, comment ouvrir un premier wallet déjà là. Alors, quand ils ouvrent l'application nationale, le Chivo Wallet, où ce qu'on a le 30 $ de bonus pour simplement s'inscrire, ils ont le choix, soit qu'ils le retirent en dollars américains à un guichet automatique. Alors, ce sont des guichets ATM un peu posés partout au pays où est-ce que la personne qui se présente, elle a le choix soit d'acheter des bitcoins ou vendre ses bitcoins pour de l'argent fiduciaire. Alors la machine va te demander combien veux-tu en argent américain ou vice-versa. Alors l'élément de base, c'est parce qu'ils sont très jeunes, on rentre pas dans le problème tout de suite. On leur explique la fondation. Alors qu'est-ce qu'un wallet, un cold wallet, un hot wallet, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et vraiment, l'exemple de jeux vidéo Fortnite, Call of Duty revient souvent. Alors, ils comprennent très bien que s'ils veulent comme faire une mise à jour de leur caractère avec un nouveau, avec une nouvelle arme ou un nouveau, ils doivent travailler, hein. Ouais. Pas des bitcoins qui se créent de rien. Il faut quand même progresser dans le jeu. Alors, c'est montrer, éduquer la progression. Comment est-ce qu'on part de A et comment est-ce qu'on va se rendre Ouais. à F. Ouais. D'accord? De A à Z. C'est vraiment petite étape. Alors, il y a des plans de cours vraiment simples, mais qui Ouais. prennent à la curiosité. Et voilà. Et tu sais, quand on parle Bitcoin, souvent on pense au côté, au caractère, alors pas anonyme, mais pseudonyme, Mhm. donc des intervenants, avec un wallet officiel justement du pays. Est-ce que donc c'est une forme de KYC en fait finalement où on sait à qui le wallet appartient et ensuite derrière on peut tracer tous les échanges. Euh,
est-ce que, tu sais, aujourd'hui, on se pose la question, comment est-ce que la crypto rentre dans... Là, je vais parler des pays comme le Canada, les États-Unis, l'Europe. Euh, on pense beaucoup aux impôts dans nos pays. C'est plutôt, on veut un suivi pour être sûr que tout le monde paye son juste pourcentage d'impôts par rapport aux profits qu'ils ont pu faire, par exemple en investissant dans la crypto. Est-ce que tu penses que ça peut ressembler à ça, finalement, un pays où tout le monde utilise la blockchain, il y a toujours le côté pseudonyme. Par contre, le point d'entrée du réseau, les wallets, sont bien connus, sont bien associés à une personne. Et derrière, on peut avoir, pour le coup, un suivi très très précis de toutes les dépenses et tous les gains d'argent qui sont faits. Exact. Alors, le Bitcoin, vraiment, des éléments les plus importants à expliquer, c'est que c'est transparent. Alors, même si on est un pseudonyme, il y a quand même une certaine transparence que tout est retraçable. Elle peut être auditée. Parce qu'avec ta propre banque, avec ton propre compte canadien, américain, il faut que tu fasses confiance à ce que tu lis sur ton application, que ça a été audité. Alors, prôner à cela avec l'application nationale Chivo, oui. Alors, KYC veut dire que vraiment la personne doit avoir un certain âge pour pouvoir remplir un formulaire légal, pour pouvoir s'inscrire. Alors, il doit donner des coordonnées, il doit donner ce qu'on appelle sa DOI, qui est son numéro d'assurance sociale. Ok. La DOI, c'est l'équivalent de l'assurance Canada. Alors, un jeune ne pourrait pas l'avoir parce qu'ils n'ont pas encore leur DOI. Hmm. Alors, dès qu'on télécharge l'application, la différence entre l'application nationale Chivo Wallet et toutes les autres qui existent au monde, c'est que la Chivo Wallet, il n'y a pas ce qu'on appelle à retenir les douze mots ou les 24 mots. Ah, ok. Tu télécharges l'application directement du Google Play Store ou de l'App Store. Tu remplis le formulaire, qui tu es, où tu travailles, qui tu es, ta DOI, des questions très limitées, hein, je me souviens plus trop. Et par la suite, parfait, dans les quelques minutes, tu vas recevoir un lien qui va te confirmer que tu peux utiliser l'application. Et Et là, voilà. c'est ces informations-là qui deviennent ton seed phrase. Si jamais tu perds ton téléphone, tu te relogs finalement. Mes données. Le seed phrase, il est gardé sur les serveurs de Chivo. Ok. Alors, c'est ça un peu comme Ah, ok, ok. la différence de qu'est-ce qu'un KYC wallet et qu'est-ce qui n'est pas un KYC wallet. Alors, parce que aussi, la raison pourquoi les gens veulent aller le chemin Bitcoin, c'est pour se décentraliser et pas faire confiance à quelqu'un, mais en même Et temps, là, finalement, on va peut-être pas dans la bonne direction là-dessus. alors, comme je vous dis, alors, c'est une expérience en temps réel. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses de l'application Chivo. Si tu oublies accès à ton mot de passe Chivo, tu as un support technique. Parfait. Hmm. Et j'ai pu oublier. Mais si tu fais de quoi qui va à l'encontre du gouvernement ou à l'encontre de quelque chose, ah non, ton application Chivo elle est bloquée. Ouais. Alors, il y a une balance. Alors, il y a de quoi. Alors, nous autres, c'est pas vous dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, mais voici la différence avec la Chivo, voici la différence avec la Bitcoin Beach Wallet, voici la différence avec X, Y, Z. Voilà. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit coup d'œil sur le futur, en fait, sur ce qui s'en vient. Parce qu'on Oui, pourrait très bien imaginer ça dans nos pays avec les CBDC. On pourrait imaginer, et le revenu universel, tu vois, ça fait des années qu'on en parle, mais ça pourrait devenir une forme. Donc, tu as un wallet, comme tu dis, tant que tu es compliant et que tu suis les règles, eh bien, tout va bien, tu reçois ton petit revenu universel. Et le oui. jour où tu fais de la merde, on te coupe. Et voilà. Par contre, il y aura peut-être, comme tu dis, des wallets euh, autres, avec pas de KYC ou comme celui que tu mentionnais. Et il pourrait y avoir d'autres façons aussi. C'est une équation, hein. C'est vraiment un truc complexe. C'est pour ça, comme tu dis, c'est une expérience, quoi. Et j'ai oublié de mentionner au fait que Bukele a décidé, depuis qu'il a légalisé la loi en 2021, c'est qu'il a enlevé les taxes de propriété sur le Bitcoin. Ah, ok. Signifie que, par exemple, alors, comme le Bitcoin est considéré comme une propriété, un asset, comme Ah, ouais, ouais, ouais. tu le dépenses, t'es pas imposé. Il a complètement enlevé cela. Tandis qu'ici, du coup, au Canada, si je vends mon Bitcoin, je dois déclarer dans mes Ouais, revenus. ouais. Ouais. Et au Salvador, ça a été complètement enlevé pour pouvoir maximiser, évidemment, d'autres projets. Ça va attirer, j'imagine, des investisseurs, des bitcoins millionnaires qui vont dire, bon, ben, on va aller là-bas. Et ça, du coup, ça peut être super intéressant. Un peu comme certains pays l'ont fait, hein, d'avoir des cadres fiscaux très attractifs, en fait, hein, pour faire venir certaines entreprises. On pense à Google, Apple, etc. Comme l'Irlande, par exemple, en Europe. Il y a des fois des choses comme ça qui sont faites. Et toi, comment tu vois parce que, tu sais, quand je pense au Salvador, je pense... bon, j'ai entendu parler de Bitcoin City. Ils parlent aussi des volcano bonds. C'est une dinguerie, quoi. Ils vont miner du Bitcoin avec l'énergie du volcan. C'est quasiment futuristique comme truc. C'est quoi, tu penses, on s'en va vers où à quoi va ressembler Salvador dans 10 ou 20 ans? Oh, pour moi, ma perspective à moi, on va devenir, espérons, mais j'espère, le Mhm. Singapour de Ah, l'Amérique centrale.
On Ok. est les premiers, t'as Panama, Costa Rica et Nicaragua qui paient une certaine attention vers nous pour pouvoir mimiquer si notre projet fonctionne et l'apporter au pays. Nous avons Jungle Costa Rica, alors des petits projets ou d'éducation, de comment aller excusez-moi, au marché des fermiers au Costa Rica et faire aussi l'éducation de Bitcoin. Alors le même programme, les projets pilotes qu'on a appelés au Salvador, on l'appelait petit à petit au Costa Rica, Honduras, Guatemala. Et c'est à très petite échelle, mais il faut aller lentement. Ouais. Alors, quand tu parles de l'énergie volcanique, alors pour ceux qui ne comprennent pas, euh, au lieu de puiser des ressources naturelles, par exemple brûler du pétrole ou quoi que ce soit, on réutilise l'énergie volcanique pour pouvoir miner des bitcoins. Alors, je vais juste le simplifier un peu plus. Les machines que nous avons pour pouvoir faire la course au trésor, pour pouvoir miner les bitcoins, elles sont amenées directement à l'énergie volcanique. Alors, on construit déjà à partir déjà des structures qui sont déjà fondées. On Ouais. fait ajouter des serveurs. Ouais. Et l'énergie volcanique, la géothermie, elle est réutilisée pour pouvoir, comme on dit, nourrir la machine, Ouais. nourrir les serveurs. Parce que ça prend énormément d'électricité pour pouvoir miner des bitcoins. Auparavant, que j'avais commencé, ça ne prenait pas autant. Il fallait simplement une bonne carte graphique avec son laptop. Et maintenant, comme c'est devenu très populaire ou c'est devenu une course, une chasse au trésor, il y a beaucoup plus de gens dans le système qui veulent miner. Ça prend énormément d'électricité. Alors, les bonds que Bukele fait, j'avoue que bon, c'est une idée. C'est une idée qu'il a proposée. C'est pour pouvoir subventionner le coût de la nouvelle ville Bitcoin. Alors, de ce que j'ai vu des planos, ça serait vraiment une partie de la région du Salvador plus à l'ouest qui serait ce serait une ville Bitcoin, vraiment au logo. Alors, une espèce de ville d'Alexandria. Ah ouais. Tout se redirige vers le milieu. Hmm. Alors, une ville fondée où que chaque rue est la première avenue, deuxième avenue, troisième avenue, beaucoup de succès, beaucoup d'hôtels, beaucoup de parcs, et tout se réunit vers le centre, un peu. J'ai du mal à expliquer, mais Non, mais j'aime bien ton image, comme Alexandria. Ok, je le voilà. vois. Bon, tant que encore, un aéroport et on verra. Mais c'est vraiment de tout mettre, parce que nous avons, si je me trompe pas, plus de 70 volcans au Salvador. Ah oui, ok. Alors, pour nous, utiliser notre propre énergie, on n'a pas énormément de rivières pour pouvoir faire l'hydro. Alors, C'est du renouvelable, mais c'est intéressant. exact. Alors, au lieu de créer plus d'établissements, plus de nouveaux bâtiments, on amène tous les serveurs déjà, qu'on utilise déjà les géothermies, on amène cela et on produit à partir de là. Donc on peut imaginer que le Salvador va accueillir de plus en plus de mineurs, ou ça sera du minage local géré par le gouvernement. Oui, oui, et en plus, il y a le projet satellite. Alors, celui-ci, je ne m'appelle pas trop le prénom, mais ça serait du mining via satellite. Ça, Ah c'est ouais. avec, Wow. oh bordel, je me souviens plus du nom de cette compagnie. Ouais, Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. des idées, mais pour l'instant, une des choses qui me réjouit, c'est que même si ceci a l'air complètement farfelu, le fait qu'on a un président je suis pas toujours pour ce qu'il dit ou pour Ouais. ce qu'il fait, mais déjà en très peu de temps, alors il a été élu en 2019 Ouais. et déjà 4 ans, il a quand même fait beaucoup de nettoyage par rapport aux gangs, Ouais. par le sujet-là. Alors maintenant, ça fait 2 ans que le Salvador est devenu un des pays les plus sécuritaires de l'Amérique latine. Alors les gangs de rue, les, les, les disputes ou comment dire les batailles. Chaque chaque gang de rue est maintenant soit emprisonné ou soit ils ont quitté le pays. Alors, il y a constamment une certaine garde nationale qui protège les touristes et le peuple. Alors, depuis ces temps-ci, on a inauguré aussi une nouvelle bibliothèque. La première bibliothèque, Mon Monde, qui est ouverte 24 heures sur 7. Alors, elle a 7 étages pour inspirer les tout jeunes à lire. Ah, bordel, excuse-moi. C'est pas grave. À gamer, à gamer, à faire comment utiliser une imprimante 3D, encore des cours de Bitcoin. Il y a vraiment un espace pour tout. Et le fait que maintenant, c'est la première bibliothèque qui est ouverte 24 heures sur 7 veut dire que n'importe qui peut prendre avantage des nouvelles connaissances. C'est Alors, génial. je radote beaucoup, mais vraiment, ça m'inspire le fait que on a eu 25 mauvaises années et que finalement, les choses vont bien. On Et passe j'aime dans un nouveau cycle. ce qui se passe au Venezuela.
les pays cousins et frangins. Et qui sait, honnêtement, le temps démontrera. Et si on fait une petite parenthèse sur l'Argentine, parce que là on a eu donc l'élection d'un nouveau président. Alors bon, moi je le connaissais pas du tout, honnêtement. J'ai juste entendu deux, trois discours qu'il avait par rapport au banque centrale. J'étais comme ok, tiens, c'est intéressant. Dans la bouche d'un président, ça surprend. Bon après, en regardant, on m'a dit attention, tu vois, c'est un mec un peu bizarre. Effectivement, je suis tombé sur des interviews où il a l'air un peu spécial, sans prendre parti politiquement, hein, c'est pas l'objectif de cette interview. Mais qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu penses que l'Argentine peut devenir un nouvel acteur en Amérique du Sud là-dessus? Ils vont suivre un peu les traces du Salvador? Je vais être prudent, car aussi mes connaissances sont très limitées, alors je ne fais verbaliser dans mes connaissances qu'est-ce que Mhm. je sais dans mon cercle. Je le suis depuis quelques mois déjà. Évidemment, il y a constamment ce narratif qu'il est de l'extrême droite. C'est souvent des segments d'interviews de 45 minutes et les 2 minutes où est-ce qu'il va complètement se devenir en Donald Trump, disons-le. Mhm. Lui et sa tronçonneuse. Mais il a de quoi qui m'a attiré l'attention, où est-ce qu'il parle très sauvagement, avec un canevas, un tableau blanc. Et qu'est-ce qu'il va retirer? Alors, ministère de l'Éducation, ministère de ceci, ministère des différences, je sais pas trop. Alors, ce qui m'a étonné, c'est bon, d'accord, il fait très à l'extrême, comment est-ce qu'il s'exprime, mais quand on fait un budget, par exemple, euh, c'est important pour, selon moi, de recommencer à zéro. Pas de simplement émincir ou on va enlever ceci, on va garder ceci. Des fois, juste à recommencer à zéro et de remettre par la suite ce qu'on avait permet aussi de faire un petit reset. Mhm. Alors, qu'est-ce que je veux dire par cela? Alors, il a tendance à... il va enlever quelques bureaux qui sont peut-être pas essentiels, mais on verra. Il parle très bien du Bitcoin. Évidemment, il y a des gens qui sont très... Il y a des opinions partout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Les actions vont le prouver, si ou non. Mais finalement, je trouve que c'est intéressant de voir les Argentins finalement se réveiller parce qu'il n'a pas gagné de façon euh, par vote Ouais, populaire. Il a gagné parce que l'autre candidat s'est retiré. Mais d'une certaine façon, c'est que aussi les Argentins sont fatigués. Ils en peuvent plus d'années d'inflation parce que c'est pas simplement ces derniers temps, c'est des années, des décennies de hyperinflation, contrôle hyperinflation. Et eux, si je me trompe pas, ils ont le peso, le M-peso et le dollar américain. Imagine voyager dans ce pays-là. Pour nous, génial, on est riche. Mais à c'est le l'Argentine, bordel. qui était l'Italie de l'Europe et que maintenant c'est devenu encore criminalité, volatilité, faut être prudent. Ça va être intéressant, qu'est-ce qu'il va faire. Et en espérant que les gens vont voir, vont peut-être mieux euh, lui faire une meilleure image. Parce que dès qu'il y a un président ou une nouvelle personne ou un nouveau parti qui est de l'opposition gauche vers la droite, et je vais pas trop m'embarquer là-dedans aussi, mais ça dérange, hein. Mhm. On vit dans un monde où est-ce qu'on est très habitué à un certain narratif, et dès que quelqu'un perturbe ce narratif, tout de suite, il est tagué, il est, Absolument. voilà, il est étiqueté, quoi qu'il est, il n'est pas inclusif, pas ceci. Alors là, c'est très facile de se faire, de croire qu'est-ce qui nous hésite. Ouais. Pour moi, l'érosion des médias, j'ai une grande érosion envers eux, parce que beaucoup de ce qui nous informe est déjà mastiqué. Ouais. Alors, avec lui, ça va être pareil pour moi. Parfait, il est différent, d'accord, mais c'est basé sur ce que j'ai vu, sur ce qui est populaire sur les TikTok. Alors, ils vont me montrer ce que ils veulent que je croie, qu'est-ce qu'ils me disent. Alors, c'est constamment faire une remise en question. Et c'est ça le plus important pour moi. Alors, je vais donner la chance au coureur, Ouais, très bien. mon cela. Et bien, le temps le dira. Et c'est la phrase la plus cliché. Non, non, mais c'est cool. Je suis content que tu aies quand même pris le temps de nous partager ta vision là-dessus. Tu l'as fait habilement. Euh, j'ai envie de juste revenir sur un truc, parce que là, tu parles des médias. Et au tout début de l'épisode, tu sais où je m'en vais. Au tout début de l'épisode, je disais que dans notre première rencontre, tu m'avais dit que tu étais en train de te débancariser. Là, on a compris vraiment d'où tu viens. On a compris tes valeurs aussi en tant qu'individu, la contribution que toi tu apportes dans ce chemin-là, on va dire. Et en fait, tu restes au Canada aujourd'hui. Donc, tu es né au Canada et tu habites encore au Canada, à Montréal, comme moi. Et à quel moment, en fait, tu t'es dit, il faut que je me débancarise même en habitant au Canada, alors qu'on n'a pas ces problèmes d'inflation. Alors oui, un peu, mais
pas de l'ordre de ce on a évoqué avec l'Argentine, Venezuela ou Salvador. Et au niveau des médias, donc je pense que tous les deux, on a eu une discussion. Je trouve que tout n'a pas été dit dans les médias ou a été déformé ou pas Oui. encore ou pas assez prononcé. Est-ce que tu veux nous partager ton expérience là-dessus et pourquoi tu as décidé de te débancariser? Absolument. Et encore, c'est un chemin qui était en progression. Alors, mon but quand j'ai embarqué en 2018 au Bitcoin, c'était pour aider ma mère à lui en sortir, de complètement sortir de Bitcoin. Pour moi, c'était sa plus grave erreur. Et finalement, ça s'est transformé en une grande éducation de l'histoire. Et par la suite, même si je comprenais peu à peu, année après année, pourquoi c'était important de se centraliser, j'étais pas tout à fait encore là. Je comprenais que se décentraliser était une option et que ça allait venir un jour, que bon, j'allais plus vraiment faire confiance aux banques. Il me fallait de quoi pour me pousser vraiment à Un se dire électrochoc. Ouais. ouais, un méga choc. Alors bon, si je rentre dans ce sujet, la pandémie a bousculé, a bouleversé la vie de le monde entier. Mhm. Notre opinion. Et alors, il y a eu un choix ici au Québec et au Canada de se faire vacciner, qui moi, et je vais vraiment être transparent, j'ai pas de problème avec la vaccination. J'ai un problème avec quand que c'est imposé. Mhm. Quand le choix était posé pour pouvoir bêtement aller au McDonald's et qu'il faut que je montre une carte de vaccination pour pouvoir manger à l'établissement qui me rend malsain. Ouais, non, c'était flippant. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et ça, un petit exemple, c'est qu'un petit exemple, mais beaucoup de mes libertés ont été, bon, il y en a qui vont dire, bon, on parle encore de liberté, etc. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Mais ce que j'ai vécu personnellement, ça n'a pas été agréable. Alors, se faire diviser, il y a eu une ségrégation entre des amis, de la famille, sur le sujet qui Du n'aurait pas vaccin. été tabou. Mhm. Alors, ton choix est ton choix, via avec tes conséquences, qui sont positives ou négatives, assume-les. J'ai Mhm. pris un choix et j'ai assumé mes conséquences, que j'allais vivre tous ces péripéties de, on me bloque l'accès à un restaurant, on me bloque l'accès au centre d'achat, on me bloque l'accès. Alors, ça n'a pas été facile, mais une certaine conviction, je crois en mes valeurs, et on a tous des valeurs. Mais j'ai vraiment cru à, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de temps. Je vais pas ouvrir tout de suite une marge de crédit sans prendre quelques jours ou quelques heures de conscience. J'ai besoin d'une prise de conscience pour pouvoir, OK, je vais prendre une grande décision de ma vie qui va chambouler le futur. Cette décision aussi va affecter mon futur. Pas juste un projet à court terme, mais c'est des projets à long terme que j'ai. Et si je vais ouvrir une marge de crédit, ça va m'affecter. La vaccination, pareil. Alors pour moi, c'est pas le fait que ça a été qu'il fallait se régler, c'est l'imposition qui m'a dérangé. On m'a toujours dit depuis tout jeune à l'école, si tout le monde se jette en bas de pont, est-ce que tu vas le faire? C'est vrai, on m'a dit la même chose. D'accord. Tout le monde C'est excellent. a raison, d'accord, vous avez des raisons. Vous avez raison. Il y a quelque chose qui clochait avec moi. Et alors bon, le cercle d'amis, c'est vraiment, c'est rétréci. Je Et comprends. tout le monde a le droit à leur vérité, tout le monde a le droit à leur opinion. Et c'est ça l'importance, avoir un débat. Je ne suis pas toujours en accord avec toi, mais je peux quand même respecter ton choix. Et on en finit là, des conversations de bière, où est-ce qu'on en discute des problèmes et finalement, après quelques bières, ben, le monde reste pareil. Même il y a eu cette friction où est-ce que ben, on a eu ce grand changement au Québec et au Canada, où est-ce que j'ai été imposé d'avoir un passeport vaccinal. Alors du coup, il y a eu les manifestations à Ottawa et pour moi, c'était important de pouvoir, bon, supporter à ceux qui, hey, il y a quelque chose qui dérange et beaucoup de vaccinés étaient là et non vaccinés et c'était en harmonie. Mhm. Et que tu sois blanc, jaune, vert ou bas, on est tous roses à l'intérieur, on est tous humains, on ressent qu'il y a quelque chose qui est qui est pas logique. Alors du coup, j'avais donné à la fondation des camionneurs. C'était ma cause à moi. Alors j'avais donné plus de 400 dollars à eux, à la fondation. Et qu'est-ce qui a vraiment déclenché le fait que je suis rentré en mode panique avec la décentralisation totale, c'est encore en progrès, c'est le fait que les libéraux, hélas, ont lancé excusez-moi pour le franglais, l'anglicisme, le Emergency Act, là. Mhm. Or, une vieille loi qui permet aux banques de geler vos fonds ou les fonds de l'individu pour avoir subventionné ou fait une donation de plus de 100 dollars à un organisme qui est non conforme au Canada. Alors, pour les camionneurs, ils étaient étiquetés en tant que terroristes, groupe terroriste. Alors, sans passer par, disons, le côté bureaucratique de faire un supplément, disons-le,
en anglais, mon compte a été bloqué avec la banque Royale. Plus de fonds, complètement gelé. Aucunement, je pouvais retirer des fonds d'une machine, plus de paiement. Rien ne rentrait, rien ne sortait. Est-ce que tu avais été avisé ou juste un jour tu as réalisé que ta carte était bloquée? La lettre a été envoyée par la suite une fois que mes fonds avaient été bloqués. Alors, quelques jours plus tard, avec une explication de pourquoi, mais sans vraiment dire car j'ai Mhm. fait une donation à l'organisme X. Non, c'était vraiment une lettre très formelle, corporative, disant on s'excuse, mais nous avons détecté des, des transferts de fonds vers un organisme qui est non considéré, disons-le, qui prime, qui est très choquant. Et on précise que cet argent que tu as donné, c'était un salaire net. Ça veut dire que toi, tu avais payé tes impôts, tu avais travaillé, tu t'étais affranchi déjà en payant les gouvernements, mais ils ont décidé que tu avais dépensé ton argent d'une façon qui ne leur convenait pas. Et donc, du Voilà. coup, ils ont bloqué accès à tes comptes. D'accord. L'énergie que je dépense à mon boulot de bureau et que finalement, mon gagne-pain, j'ai toute la liberté de faire qu'est-ce que j'en veux avec. Je dois simplement assumer les conséquences. Elle a été brimée parce que j'ai décidé pour moi une charité, un Mhm. organisme qui me tenait à cœur, a mal été utilisé. Mais si du coup je l'avais utilisé ces fonds-là pour faire une donation au Casino Montréal, tout est beau. Bien sûr. Pas de C'est ouf. problème là. Mais T'inquiète bon. pas. T'aurais reçu une médaille d'honneur. Alors, les fonds ont été bloqués pour 13 jours. La Ok. lettre ne n'avise pas combien de temps. T'es en investigation, tes fonds sont gelés et on s'excuse pour ce que ceci affecte. Alors, mon propriétaire de l'appartement, ben, il se fout que mes fonds sont là. Il doit se faire payer comme n'importe qui. Lui aussi, il a des objectifs. Alors, c'est là où est-ce que j'ai vu, bon, comment est-ce que je pourrais amener Bitcoin. Et là, j'ai appliqué la vente de Bitcoin en argent canadien pour pouvoir me dépanner pendant les 13 jours. Un certain montant qui était décentralisé, qui était non confiscable. Et c'est l'importance de Bitcoin. C'est que dès qu'on est dans ce système, tu es ta propre banque. Et ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce que tu es le seul responsable de tes fonds Bitcoin. D'accord? Une monnaie globale. Une monnaie que, heureusement, on a des machines que je peux vendre à la machine et je retire en papier le montant X pour pouvoir me dépanner pour l'épicerie, pour l'essence, pour quoi que ce soit, pour survivre. Parce que pour moi, 13 jours a été très long. Certains étaient 7 jours, certains étaient 28 jours. Tout le monde a vécu un moment d'angoisse. Ils t'avisent pas sur la lettre combien de temps. Alors, la survie. Alors, c'est soit que j'ai de l'argent de côté, je vais être réaliste avec moi-même, et sur ce podcast, j'ai pas souvent du cash en effectif avec moi. Et je devrais. On nous dit toujours avoir 6 mois au cas où pour une journée pluvieuse, 6 mois au moins d'accumulation chez soi. Bon, déjà j'avais mal commencé. Alors heureusement avec Bitcoin sur mon wallet privé, Oui, j'ai mais pu en plus, un fonds d'urgence, mais on dit effectivement 6 mois de fonds, mais tu le mets à la banque. Donc ça veut dire que là, même là, tu aurais eu ton fonds d'urgence, tu n'y aurais pas eu accès. Donc ça veut dire qu'il faut avoir 6 mois cash planqué sous ton matelas. On retourne à une époque, tu vois, c'est ouf. archaïque. Voilà, C'est voilà. incroyable ton histoire. Et ceci, l'importance pour moi, c'est que je m'attendais à ceci du Venezuela, de la Chine, de la des pays où est-ce que vraiment je suis gouverné par une seule identité, un seul parti. Mais du Canada, qu'on me fasse ceci, de me bloquer mes fonds pour ma conviction à moi, Hmm. que je suis pénalisé pour mon choix. Donc, on est le pays qui, qui prône la diversification, qui prône la Exact. diversification pour ou contre. Et alors, il y a quelque chose qui a vraiment déclenché cet élément. Et du coup, c'est ça. Et je te l'avais dit que moi, mes prochaines 2 années, c'est complètement me sortir d'une banque. Et heureusement que ceci, je ne sais pas si je peux faire une mention. Vas-y, vas-y. L'application que j'utilise en ce moment, elle s'appelle ShakePay. Ouais. Alors, ShakePay, du coup, il y a quelques semaines, j'ai été approuvé pour pouvoir faire des dépôts bancaires, recevoir des dépôts bancaires Ah vers ouais. la... Alors bon, ce n'est plus une banque RBC ni BMO ou etc. C'est quand même une banque gérée par... Donc CheckPay est ta banque maintenant. Oui. D'accord. Alors, mais je suis quand même prône aussi au fait qu'ils pourraient me bloquer parce que eux, ils ont des... C'est centralisé. Ça reste un point de centralisation dans le truc. Ouais. Mais du coup, au moins, la beauté avec ShakePay, c'est que quand que mon salaire est déposé dans mon compte de banque ou pour faire mes paiements d'Hydro-Québec ou quoi que ce soit, ou un e-transfert, c'est que j'ai la possibilité d'au moins en épargner et tout de suite te l'envoyer à ma billetterie. Mhm. Alors,
Bon, encore, les quittances, Mais mais bon, on y va petit à petit. Et oui, effectivement, j'ai encore ma banque pour ceux qui vont regarder ce podcast. Mais ce sont des options. Pour moi, avoir des options et pas un seul chemin qu'on regarde ici, mais ne regarde pas là. C'est mon but. C'est inspirer les gens à faire une remise en question, faire des recherches. Qu'il y a toujours plus qu'une option. On te dit non ou que c'est la seule façon, c'est que non, c'est pas vrai. Il y a ouais, toujours des façons. Mais à quel point, mais la recherche de la vérité, c'est un chemin très solitaire. qui fait C'est peur même. Ouais, très peur. Et on se fait souvent étiqueter de X, Y, Z. Parce on n'est pas conforme, on n'est plus dans le standard. On se sort du standard et peu à peu, ça effraie les gens, mais en même temps, c'est ça par quand même. C'est savoir quand ton dos est vraiment face au mur et t'as plus d'options, il y a constamment une solution. On la voit pas, mais elle est là. Alors, l'élément déclencheur d'avoir ma banque gelée, elle a explosé de colère, de chagrin. Qu'est-ce que déception peut-être même. mon propre pays, mon pays Hmm. que on parle, je suis Canadien. Quand je vois, Trahison. je Ouais. suis, oui, je Hmm. suis là, Canadien. Et mon but, c'est pas non plus de faire une tâche, ok, d'accord. Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Alors, pardonner ceci, qu'est-ce qui m'a été fait? La division, la ségrégation, les, les débats que on, on nuit à l'amitié, à la famille. Bon, d'accord. Mais là où est-ce que ça a été le moment le touchant, c'était là-bas. Parce que là, c'est mon temps, ma liberté, Ouais. l'énergie que je donne à une entreprise pour pouvoir survivre, gagner, avoir mon gagne-pain. Et ensuite, je suis techniquement libre de le faire qu'est-ce que j'en veux. Mais non, finalement, non. Et est-ce que c'est faisable du coup se débancariser? Oui, Même au oui, Canada, j'entends. oui. Parce que heureusement, il y a ShakePay qu'on peut payer nos contraventions, on peut payer notre hydro, on peut recevoir nos salaires. Et il y a aussi Bull Bitcoin. Bull Bitcoin, qui est une autre compagnie montréalaise, qui permet aussi de faire les mêmes choses que ShakePay à un taux plus différent. Alors là, c'est vraiment ce qu'on appelle le spread. Mhm. Alors, quand tu achètes ton Bitcoin, le spread va être différent sur ShakePay et Bull Bitcoin. Et ce sont des amis à moi. Alors, c'est possible. C'est très faisable, mais c'est aussi quelle est la conviction de cette personne. Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est un engagement. Mais ton loyer, par exemple, tu le payes en Bitcoin? Non. Ça, là, je le paye directement de ShakePay à, Par vers, ShakePay. D'accord. ouais. ShakePay me permet de faire des. Bah, en tout cas, tu m'inspires à réfléchir à ça parce que moi, je suis aussi pour la diversification. Alors, c'est drôle parce que je suis à 100% en crypto, donc je suis pas très diversifié à ce niveau-là. Mais par contre, j'aime ce que tu dis, avoir des options. Et effectivement, dans la vie, tu vois, dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, avoir des options, bah, ça enlève une angoisse, ça enlève un stress. Et peut-être beaucoup d'entre nous ne vivront pas nécessairement ce que toi tu as vécu. Mais et à la limite, on le souhaite, hein, on souhaite ça à tout le monde. Mais le jour où ça arrive, effectivement, et comme tu dis, tu te retrouves dos au mur, c'est à bien d'y penser. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous parce que franchement, ça fait peur. Ta réaction, à mon avis, est très légitime, très intelligente et tu partages ça avec beaucoup d'humilité. Fait que merci pour ça. Il y a aussi l'expérience de voyage. J'ai pas besoin d'utiliser ceci comme exemple de survie, mais il y a aussi l'aspect de tout simplement une personne normale, commun de tous les jours qui voyage en Amérique centrale ou en Europe, de se casser la tête pour convertir mon dollar canadien Hmm. en pesos cubains, en bolivares, en euros, perdre en conversion. Si quelque chose arrive et tu dois sortir du pays où tu es mal pris, c'est une monnaie globale, l'offre et la demande. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir te l'acheter. Hmm. Et comme c'est une argent qui a aucune frontière, elle est acceptée mondialement. Le même Bitcoin vaut le même au Japon, en Australie. Et il y a des façons instantanées de faire des paiements tout de suite. Hmm. Dans une ère où est-ce qu'en 2023, on reçoit toutes presque au moment même ou une journée après avec Amazon, on oublie que on est très choyé d'avoir accès à, la- à nos items ou à ce qu'on veut tout de suite. Ouais, Avec Tinder, avec Spotify, avec Netflix. c'est vrai. Mais pour arriver au moment instantané de ces produits ou de ce qu'on recherche, de ce besoin, il y a eu beaucoup d'évolution. Hmm. Alors, voici l'exemple que j'ai avec Bitcoin. Alors, pour l'instant, Bitcoin, elle a encore un narratif parce que non, j'ai pas trop confiance, c'est une arnaque, c'est pas assez utilisé ou c'est trop lent comme système de paiement. D'accord?
Et du coup, Amazon, 94, la fondation, 97, les gens pouvaient commencer à acheter des livres. Pour acheter un livre, avant qu'on ait le système Checkout One Click, il fallait envoyer son spécimen chèque à Seattle. C'est vrai. Là, il t'envoie ton livre. 97, parfait. C'est le début d'une nouvelle technologie. C'est le début de tout. Tout ce qui commence est toujours au début très en désordre. Il y a beaucoup de friction. Netflix encore, c'était des DVD. On n'avait pas les bandes passantes d'aujourd'hui pour pouvoir streamer Ils en t'envoyaient ça direct. chez vous, ouais, les DVD ou les VHS. Ouais. Et là, c'est One Click Pay. Shopify, Spotify, excuse-moi, Spotify, Mhm. Amazon Prime, Same Day Delivery or Next Day Delivery. Mhm. Genre, on n'est pas encore rendu là. Si on est en national, parfait. Un e-transfer, ça se rend tout de suite, au pire une demi-heure. Parfait. Mais pour les pays qui n'ont pas accès à un e-transfer, où tu veux envoyer de l'argent aux États-Unis, en Afrique, en Europe, faut que tu passes par une banque. Faut que tu paies un peu plus pour qu'elle soit envoyée au moins avant la fin de la journée ou pour demain. Quand tu as besoin de la liquidité tout de suite pour X raisons, parce que tout le monde a ses raisons, et qu'on n'est pas encore rendu là avec l'argent fiduciaire parce qu'il faut passer à travers différents rails de banquiers. Conversion, c'est assez hallucinant qu'on vit en 2023 avec ces points instantanés. Ouais. Alors, le peuple encore de quoi une technologie assez primitive. Et voici une des choses que j'adore de Bitcoin, c'est que c'est de l'argent instantané. Elle peut être auditée, c'est transparent. Je sais que elle est sans frontières. Et si jamais je voyage, par exemple dans les pays, en Suisse, au Japon, peu importe, je n'ai qu'à trouver une machine Bitcoin. Je vends quelques puces de Satoshis et j'en retire en monnaie. C'est immédiat. That's it. Bon, écoute, franchement, Jérémy, merci beaucoup. T'es un philosophe pour moi. Franchement, tu m'as ouvert l'esprit sur plein de choses. J'espère que les gens qui nous ont écoutés, merci à vous si vous êtes encore là, ont apprécié cet échange. Vraiment, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler dans les prochains mois, suivre un peu ça, l'évolution. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. À part peut-être que, comme je t'avais dit, en fait, pour moi, la démarche de ces interviews, c'est vraiment d'étendre mon réseau de connaissances sur le Bitcoin. Et du coup, ben, à chaque personne que je vais interviewer, je vais leur demander si est-ce que eux, dans leur réseau, ils ont une connaissance, une personne qui pense que je devrais rencontrer pour justement sur ce chemin-là de la connaissance et du partage avec ceux qui nous suivront sur la chaîne. Est-ce que toi, dans ton réseau, il y a quelqu'un, tu penses, que je devrais rencontrer, avec qui je devrais discuter? Oui, effectivement, des potes à moi francophones sur Twitter. Alors, beaucoup de mes nouvelles amitiés Bitcoiners se font sur X. Ouais. Pensez. Alors, et quand on se rencontre à Montréal pour notre événement annuel barbecue à Jarry ou peu importe, on le fait une ou deux fois par année. Ok. Mais j'ai juste pas en ce moment son hashtag devant moi. Ok. Tu Mais m'enverras ça, il n'y a pas de problème. j'ai des amis montréalais qui vivent ici, mais qui vivent un peu au Salvador ou soit au Mexique de temps Ah, en temps. ok. Bitcoiners, qui eux-mêmes font ils prennent en charge de développer des projets d'éducation au Mexique et dans les pays en Amérique latine. Alors oui, j'en ai quelques-uns, mais en tant que hashtag comme ça, non, je les ai Ah, pas. c'est parfait. C'est parfait. Bah, merci beaucoup. Et tu parles de Twitter. Je m'étais fait une note parce que j'ai oublié pour le premier interview. Mais si les gens veulent te communiquer avec toi, te joindre, est-ce que Twitter, c'est la meilleure façon? Absolument. Alors, je suis sur deux. Alors, Ok. je suis sur Instagram et sur Twitter, mais je suis beaucoup plus actif sur X. Ouais. Alors, habitué à dire X. Et c'est vraiment mon nom de famille, Neosk 1. Alors, Neosk 1. Parfait. Et vous trouvez sur Twitter et sur X et sur Instagram. Et sur Instagram, parfait. Bah, je mettrai le lien en description de la vidéo. Et puis, tu filmes aussi des événements de danse. Moi, sur Instagram, je te suis là-dessus. Donc, on voit qu'il y a, voilà, il y a d'autres choses que Bitcoin dans ta vie. Mais en tout cas, c'est cool parce que je vois que ça prend une part importante dans ta vie. Et merci encore pour ton temps. Je vais te laisser le mot de la fin. S'il y a quelque chose que tu veux partager avec quelqu'un qui peut-être entend parler de Bitcoin pour la première fois, j'en doute, mais peut-être, ou qui du coup peut-être a une certaine réalisation en fait dans peut-être l'anecdote que tu as partagée tout à l'heure, qui se dit merde, mais qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Est-ce que tu as un conseil que tu veux donner? Oui, questionnez-vous. Constamment questionnez tout ce qu'on vous dit. Alors, c'est important car ceci va faire en sorte que vous allez apprendre, vous allez grandir, vous allez apprendre beaucoup sur l'histoire. Ce qu'on vous dit n'est pas toujours la réalité. Très cliché, qu'est-ce que je dis, mais l'importance de penser par soi-même, pour moi, c'est un des éléments
qui manque, qui est comment est-ce qu'on dit ça? En déperdition ou je sais pas trop, ouais. Mhm. Alors, si vous avez une certaine peur sur Bitcoin, ne prenez pas simplement ce que j'ai dit dans cet épisode-ci, mais allez faire votre recherche. Ouais. Regardez le beau côté et le mauvais côté. C'est une des actions, si on peut les appeler des actions, qui, en ce moment, la dernière année, a le plus de valeur, plus que l'or, plus que l'argent. Il y a beaucoup de confiance. Mais je vais garder ça plus simple encore. Faites vos études, faites votre recherche. Et ensuite, votre propre conclusion par la suite. Parfait. Bon, bah, c'est parfait. Merci pour ça. Et puis, merci encore à tout le monde qui nous ont écoutés aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Ciao.